Ce petit tutoriel aura pour sujet la réalisation de A à Z d'une courte animation 2D. Plusieurs des concepts que nous allons voir sont aussi utiles en vidéo et en animation 3D. Pour commencer, il est conseillé de faire ce qu'on appelle un scénario-image, c'est-à-dire un court résumé où les éléments principaux, les gestes, les mouvements sont listés, parfois avec des indications. J'ai choisi ici une action très simple, un point qui s'ouvre, à l'intérieur duquel il y aura des petits cheveux qui vont s'envoler. Le scénario-image est une bonne manière de mettre de l'ordre dans nos idées et de savoir quelle charge de travail représente un projet ou un autre. Je prends ici la liberté de vous montrer quelques exemples de scénario-images que j'ai réalisés par le passé, entre autres celui de la vidéo d'introduction que vous avez peut-être visionné lors de votre arrivée sur notre site. Dans certains cas, si vous avez un personnage principal par exemple, il peut être utile de concevoir le design de ce personnage. En anglais, on appelle cette action le design character ou une character sheet. L'étape suivante, celle du scénario-image, est celle de ce qu'on appelle en anglais un animatic. Il n'existe pas vraiment de terme francophone équivalent. L'animatic est une technique qui consiste à revoir les éléments importants déjà présents dans le scénario-image, mais de façon un peu plus dynamique et rythmée, dans une imitation très simplifiée de l'animation 2D. Vous remarquerez ici que je profite de cette étape pour clarifier mes idées, clarifier l'occupation de l'espace par l'objet principal, la main qui s'ouvre. Je réalise par exemple qu'elle est beaucoup trop grosse et c'est pour ça que j'ajuste sa taille. Même s'il s'agit seulement d'un animatic, je me permets de faire usage de différents calques pour épurer le dessin et pour purifier la ligne, de manière à ce que, au moment de l'animation, ce soit plus facile de déterminer où iront les différents détails. Lorsqu'on utilise différents calques, on peut changer l'opacité de celui qui sert à faire le sketch ou le croquis pour qu'on puisse mieux voir les lignes du calque sur lequel on est en train de travailler. J'ai choisi un sujet assez difficile, celui de la main, spécialement puisque je n'ai pas utilisé de référence, ce que je conseille à personne. Vous remarquerez que je ne fais pas vraiment attention au réalisme pour ce projet-là, puisque je suis un peu paresseuse, je vais l'avouer parfois. Dans ce cas-ci, mon animatic comporte 4 images, qui sont 4 moments clés de mon animation. Une fois que je suis satisfaite, je peux passer à la prochaine étape, qui consiste à transférer les images de mon animatic, qui sont simplement à l'extérieur de mon fichier d'animation, à l'intérieur de mon fichier d'animation. Et pour cela, j'aurai besoin d'un outil qui s'appelle la timeline, ou la ligne du temps. Dans la plupart des logiciels de dessin ou d'animation 2D, on trouvera la timeline dans l'onglet Windows ou Fenêtre. Une fois que j'ai sorti la timeline, il suffit de créer un nouveau dossier d'animation si cela est nécessaire et de transférer les 4 images à 4 moments différents de mon animation. Dans mon cas, je travaille avec seulement 24 frames. Encore une fois, il n'existe pas vraiment de mot du vocabulaire francophone équivalent à frame. Et puisque le monde de l'animation est essentiellement anglophone, je pense qu'il est pertinent de vous introduire au vocabulaire spécifique de ce domaine. Chaque logiciel d'animation est différent. Celui que j'utilise en ce moment s'appelle Clip Studio Paint. Mais si vous en avez un autre à votre disposition, sachez que le processus d'animation est très semblable. Ici, après avoir placé mes différentes images à l'intérieur de mon dossier d'animation, il suffit que je crée un lien au moment désiré de la timeline. Je n'ai que 4 images différentes, ce qui fait en sorte que mon animation est très peu fluide. Mais ne vous inquiétez pas, on va en rajouter. Je baisse l'opacité de toutes les images de mon premier dossier d'animation puisqu'ils vont me servir de référence lorsque je vais tracer le line art ou plutôt les lignes appartenant à mon animation officielle. Vous remarquerez que lorsque je dessine, j'ai tendance à zoomer et à dézoomer de manière à avoir une vue rapprochée puis
éloigné. Une erreur de débutant lorsqu'on fait du dessin digital est de rester très proche des détails du dessin et donc de perdre la vue d'ensemble. C'est pourquoi je vous conseille largement d'agrandir et de rapetisser votre image de manière régulière. Un autre outil très important en animation s'appelle l'onion skin ou la peau d'oignon, mais on l'appelle l'onion skin. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant de voir les frames du passé et du futur. La plupart du temps, les frames du passé seront bleus et les frames du futur seront vertes. Ici, on peut voir que la frame précédente est coloriée en bleu et peut me servir de référence pour tracer les lignes de la frame sur laquelle je travaille à ce moment-là. Comme je l'ai dit, il m'arrive d'être un peu paresseuse et de décider de faire mon line art et mon sketch sur la même layer ou sur le même calque, comme on dit en français. S'il vous plaît, ne faites pas cela. C'est simplement pour gagner du temps que j'ai utilisé cette technique, mais elle n'est pas recommandée. Pour juger de la fluidité de mon animation, vous remarquerez que je passe à travers les frames très souvent et décide si un certain moment manque un peu de fluidité et s'il faut que j'ajoute quelques images pour améliorer le mouvement. Une autre erreur de débutant est d'essayer d'avoir le plus de détails possible, alors que en réalité, ce qu'on essaie de faire, c'est le contraire. On essaie d'avoir à utiliser le moins d'images différentes possible, mais de garder l'animation plus ou moins fluide. L'idée, c'est de rendre l'animation jolie, mais de faire le moins de travail possible. Dans un dossier d'animation différent, je dessine les mèches de cheveux. Vous remarquerez ici que j'utilise les contrôles C et V pour copier et coller ma mèche de cheveux à différents moments de la timeline, puis que je repasse pour ajuster les détails. Encore une fois, tout n'a pas besoin d'être parfait, ça aura l'air fluide même si chaque cheveu n'est pas parfaitement animé. C'est ce que vous verrez dans le résultat final. De nouveau, pour m'assurer de la fluidité de l'animation, je repasse à travers mes différentes frames rapidement pour simuler le processus d'animation. Je pourrais aussi appuyer sur le petit bouton Play, mais ça demanderait plus d'énergie à mon ordinateur et franchement, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Mais si vous avez un appareil plus performant que le mien, c'est conseillé de visionner votre animation grâce à cette fonctionnalité qui est présente dans à peu près tous les logiciels d'animation. Lorsque je ne suis pas satisfaite de l'emplacement, de la taille ou de certains détails d'un dessin, j'utilise CTRL-T, qui est la commande de transformation permettant d'ajuster la taille et l'emplacement d'un dessin. Par exemple, ici, je trouvais que mes mèches de cheveux n'étaient pas assez loin de la main. J'ai fait CTRL-T et je les ai éloignées. Il faut savoir qu'en animation, il faut garder les choses simples. C'est pourquoi j'utilise souvent des aplats ou des flat colors en anglais pour m'assurer que la couleur soit distribuée également d'une frame à l'autre. L'outil que j'utilise dans ce cas-ci est le Bucket Tool, qui est une petite chaudière permettant de répartir la couleur à l'intérieur des espaces délimités par la ligne. Si une ligne est ouverte, on risque de répandre notre couleur à des endroits du canevas où on ne la voulait pas. Si on voit qu'à certains endroits, nos lignes ne sont pas tout à fait fermées, on peut se servir d'un outil de dessin avec la couleur désirée, puis simplement boucher les trous, comme on dit, et ensuite Bucket Tool, et voilà, le tour est joué. Comme toujours, je garde les détails au minimum. Je me permets ici de mettre une petite zone, une couleur différente, et d'ajouter quelques détails que je juge importants à mon animation. Après quelques ajustements de dernière minute, je suis prête à exporter mon animation. Dans mon cas, j'ai envie de faire un GIF, c'est-à-dire une séquence d'images répétée rapidement dans un format assez léger. Pour exporter une animation, dans la plupart des logiciels, il suffit d'aller dans l'onglet File, puis Export As, choisir le format désiré, dans mon cas un GIF. Il peut également s'agir d'une séquence d'images. Si j'ai envie de faire une vidéo en exportant une séquence d'images,
c'est-à-dire chaque frame séparément sous forme, par exemple, d'un PNG. Je peux aller dans un logiciel de montage vidéo, chercher cette séquence et recréer mon animation, puis l'éditer. Il faut évidemment que je choisisse un emplacement pour mon animation et que je patiente quelques instants le temps de l'exportation. Je vais ensuite chercher mon résultat final dans mes dossiers pour vous montrer à quoi ressemble mon petit GIF. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça ne m'a pas pris de temps. L'image est quand même assez fluide, bien que le nombre de frames soit très limité. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé à comprendre les bases de l'animation 2D et je vous souhaite bonne chance dans vos propres projets.